une petite icône qui me dit maintenant vous êtes en live. Donc, nous voici en live, un 6 mai 2020, un printemps très particulier. Normalement, on dit ce joli mois de mai. Eh ben, il est joli, mais très, très particulier quand même. Alors, ce matin, avec Justine, Philippe et Christine, nous allons parler orientation. Parce que oui, même si le temps est inédit, l'orientation reste de mise. Je vous souhaite tous et à toutes la bienvenue pour cette émission. Normalement, Fabien va arriver dans les commentaires pour assurer la modération. Je veux bien un petit signe disant qu'on est bien en ligne, que vous nous entendez et que tout va bien. Et puis, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Alors, on va commencer par le seul homme de notre assemblée, qui est Amar. Là, à l'écran, il est là. Philippe, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Philippe Dive, je suis professeur de SVT dans le Val d'Oise en lycée et je suis également coordinateur pour l'Académie de Versailles pour le dispositif Trouve ta voix porté par le Centre Égalité des chances de l'ESSEC et qui est un dispositif d'accompagnement à l'orientation qui est le sujet du jour. Bonjour à tout le monde. Et voilà pourquoi tu es là. On continue. Il y a Justine qui est juste en dessous de moi. Alors après, je ne sais pas si vous avez le même écran. Justine, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi, je suis coordinatrice pédagogique dans l'association Article 1, plus spécifiquement sur le programme d'orientation de l'association. Donc, Article 1, c'est une association d'égalité des chances où on accompagne des jeunes dans l'orientation, dans la réussite dans les études et puis dans l'insertion professionnelle. Nous, dans l'association, on a deux programmes notamment sur l'accompagnement des lycéens. Donc, le programme Inspire, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et on a en ce moment un programme un peu particulier pendant cette période de confinement, le programme Réussite Virale, qui, depuis la fermeture des établissements, permet à des jeunes de pouvoir être mis en contact avec des bénévoles pour les aider dans leurs devoirs, les révisions, mais aussi toutes les réflexions par rapport à l'orientation. Super, tu nous présenteras ça plus en détail tout à l'heure. Et en diagonale, alors j'y arrive pas. Christine, je te laisse te présenter. Bonjour, Christine Billard. Alors moi, je suis chargée de l'information sur l'orientation dans un établissement privé catholique du 95. Et voilà, ma mission, c'est accompagner les collégiens et les lycéens à la construction des projets professionnels de chacun, quel qu'il soit. Merci pour ces présentations. Alors, je vais bien sûr vous proposer de poser toutes vos questions. On a un triple regard qui, normalement, devrait nous permettre d'avoir une vision assez exhaustive de ce qui se passe au niveau de l'orientation, en tout cas sur ce mois de confinement. Et j'aimerais qu'on se lance dans le sujet, que vous nous disiez comment ça s'est passé sur les différents sujets de l'orientation en lien avec ce troisième trimestre, en tout cas sur cette période de confinement. Qu'est-ce que vous avez fait et comment vous l'avez mené? Philippe, est-ce que tu veux commencer? Oui, volontiers. Donc moi, au début du confinement, c'était encore le temps des projets motivés de Parcoursup parce que mes élèves concernés par l'orientation, c'est surtout les terminales. Donc, j'ai eu quelques projets motivés à corriger, où on en a discuté en tout cas, et je leur ai donné quelques ressources dont on pourrait parler. Et puis après, cette période s'est terminée, et donc là, je les ai mis en lien avec des étudiants par visio, des étudiants en l'occurrence en service civique. Et voilà, donc j'ai mis toute ma classe en visio avec ces étudiantes, et ils étaient libres de poser leurs questions. Les thèmes que je voulais aborder, c'était l'engagement, les valeurs, la mobilité, et les attentes des élèves étaient un peu différentes, et ce serait intéressant qu'on en parle. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure, merci. Voilà. Tu as autre chose à ajouter pour ce temps confinement? Non, après, c'est individuellement, de temps en temps, ils me posent des questions, mais collectivement, c'est tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant. D'accord, merci beaucoup. Christine? Oui, alors moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous à la demande des parents et des élèves,
de première pour le choix de l'abandon de la spécialité, des élèves de seconde pour quelle spécialité au vu de mon post-bac, et puis sur le collège, des élèves de troisième parce que c'est le premier palier d'orientation, donc il y a un travail de réflexion qui a déjà été initié les années précédentes, mais là où il faut commencer voilà, à peut-être choisir d'autres établissements, changer d'établissement. Donc, en fonction des établissements privés ou publics, les démarches ne sont pas les mêmes. J'ai créé des petits padlets pour chaque division avec des petits quiz, des différents sites pour qu'ils puissent voilà, continuer à construire, qu'ils soient au collège ou au lycée pour qu'ils continuent voilà, ce travail de réflexion. Et puis, j'accompagne les collègues professeurs principaux dans les différents entretiens qu'ils peuvent avoir avec les familles. Donc, on essaie voilà, de faire des visios qui ne sont pas toujours très agréables parce qu'on ne s'entend pas ou on ne se voit pas, mais on fait le maximum. En tout cas, le confinement, le point positif, parce qu'on parle beaucoup des points négatifs du confinement, le point positif, en tout cas, dans le cadre de ma mission, c'est de m'être rapprochée des familles. Parce que, et ça c'est important, je trouve, il faut le noter, que les parents aient fait des études ou pas. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de passerelles en post-bac, ou même après la troisième. Et ça m'a permis de me rapprocher et de pouvoir permettre aux parents d'avoir un regard plus éclairé en fait, sur toutes les poursuites d'études, qu'on soit sur un bac techno, un bac pro ou le bac général, voilà, avec la réforme aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'était intéressant parce que moi, j'ai beaucoup de rendez-vous avec les élèves dans le cadre de mes différentes missions, un petit peu avec les parents quand ils prennent rendez-vous, mais là, vraiment, le confinement a permis, voilà, un rapprochement et c'était plutôt sympathique parce que ça réconcilie quelque part l'école, enfin l'institution et les familles. Et puis, j'avais envie de dire aussi que l'orientation, c'est trop souvent un point de crispation, ça ne devrait pas l'être. Et voilà, et je trouvais que c'était bien de pouvoir échanger, d'être à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Justine, du coup, peut-être c'est le moment de nous parler de réussite virale. C'est réussite virale, je pense. Oui, parce qu'effectivement, nous, les actions ont été un petit peu chamboulées aussi pendant cette période de confinement, puisqu'on propose des ateliers en lycée sur des questions d'orientation, d'études supérieures. Et là, effectivement, plus des établissements fermés, ont plus la possibilité de faire les actions auprès des lycéens. Donc à côté, il y avait quand même le site internet Inspire qui permet du coup aux lycéens d'être en lien directement avec des étudiants à distance. Et du coup, pendant cette période de confinement, on a mis en place un nouveau projet qui s'appelle Réussite Virale, donc qui permet à des jeunes, notamment lycéens et puis là plus récemment les collégiens, d'être mis en relation avec des étudiants bénévoles, puissent être accompagnés à distance sur l'aide aux devoirs aussi pour avoir un petit renfort par rapport à ce qui est déjà proposé par les enseignants, mais aussi l'occasion dans cette période de pouvoir poser des questions et de faire avancer toute la réflexion sur leur projet d'orientation avec ces étudiants. Un dispositif que vous comptez faire perdurer jusqu'à quand? Vous savez ou... Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop. On vit un peu en suspens par rapport aux différentes décisions. Donc là, pour l'instant, c'est un projet qui est prévu sur cette période un peu spécifique, mais c'est vrai qu'à voir ce que ça donne et à voir les besoins et les retours aussi qu'on pourra avoir des jeunes. Donc, la question qui va avec, c'est est-ce qu'il est toujours temps de rejoindre ce dispositif? Tout à fait. Alors, sachant qu'on a tout un tas de bénévoles qui sont encore disponibles, que là, on ouvre le projet aux collégiens. Donc, surtout, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a le site Réussite Virale. Vous tapez Réussite Virale. Fabien l'a mis dans le chat. Vous tombez dessus et donc, les lycéens, les collégiens peuvent s'inscrire. On a également un programme pour les étudiants qui peuvent être accompagnés par des bénévoles, alors plutôt issus du monde professionnel. Mais en tout cas, voilà, on a encore plein de possibilités d'accompagnement, donc n'hésitez, et que les enseignants n'hésitent pas aussi à contacter directement les équipes, puisqu'on peut même organiser des choses de manière plus collective
pour les inscriptions et que ça puisse passer aussi via l'enseignant. Donc, pour info, on a une adresse établissement@réussitevirale.fr. J'espère que Fabien, je fais confiance à Fabien, il a dû Allez, tu veux bien la redonner, comme ça on s'assure de la prise de notes de Fabien. Établissement@réussitevirale.fr. Super. C'est pour que les enseignants, les équipes pédagogiques puissent directement nous contacter pour voir qu'est-ce qu'on peut organiser. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Il me semblait intéressant de savoir ce qui avait été fait là sur ce temps de confinement. Et là, on va s'orienter sur cette dernière partie qui s'ouvre à nous, mai-juin, avec une reprise, pas de reprise au lycée beaucoup plus tard, mais peut-être pas. Mais donc, on va se projeter sur cette fin d'année et on va parler de Parcoursup. Puisque des réponses vont commencer à arriver à partir du 19 mai, selon mes informations. Moi, je suis assez naïve sur tout ce qui est orientation, donc je vous fais confiance. Qui veut commencer à parler de ça? Christine? Philippe? Sur Parcoursup, je veux bien, parce que ça, c'est la préoccupation de ma classe de terminale. Et bon, donc là, j'ai les expériences des autres années où il y avait aussi des questions qui se faisaient en distanciel, même si on n'était pas confinés. Et en fait, ce qu'on mesure pas toujours, c'est que pour un élève de terminale, le fossé avec les études supérieures, pour eux, est énorme. Ils ont l'impression que c'est une nouvelle vie complète, mais y compris de la méthodologie des études et de leur vie pratique. Et en fait, il y a un petit peu d'angoisse et d'anxiété liée à ça. Donc en fait, c'est intéressant de les aider à faire leur choix au travers de ce prisme-là. Regardez le logement, ça peut être un sujet pour faire un choix. Le financement, c'est un sujet pour faire un choix. La vie associative qui les attend, c'est un sujet aussi. Donc c'est pas seulement choisir des études pour un métier. Faut regarder tout un éventail de choses. Et donc, je ne sais pas si on parlera des ressources que j'utilise, du dispositif Trouve ta voie, mais derrière tout ce que je viens de dire, il y a des petites vidéos que j'envoie à mes élèves, j'envoie les liens, et pour les aider à faire un choix. Par exemple, tout bêtement, on a une ressource où on a un psychiatre qui leur dit que pour faire un choix pour lequel on est motivé, il y a 3 choses qu'on doit regarder. On doit répondre à 3 questions. Et donc, j'invite toujours mes élèves à répondre à ces 3 questions. C'est: est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Et est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et donc, voilà, on ne sait pas toujours les questions qu'on se pose quand on fait un choix d'études. Et voilà, je travaille avec mes élèves ces 3 notions de c'est quoi en avoir envie, c'est quoi mon besoin par rapport à mon projet, et qu'est-ce que c'est que mes valeurs. Un élève de lycéen de terminale a évidemment des valeurs, et est-ce que mon choix sera en accord avec ces valeurs-là. Donc voilà, les thématiques qu'on peut aborder. Alors là, j'ai une réflexion toute personnelle, c'est que moi, vu mon âge, je n'ai jamais été accompagnée de cette manière-là pour m'orienter, très clairement. Et je trouve que c'est pertinent et structurant de se dire qu'on peut accompagner des jeunes à faire des choix finalement. Et là, on peut parler de choix parce qu'on peut l'éclairer avec ses valeurs, avec ses besoins. Et je trouve ça très intéressant et très structurant. J'ai pas d'autres termes. Merci beaucoup pour cette première présentation et sur Parcoursup. Christine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je compléterai le propos de Philippe en disant que, à tout ce que tu viens de dire, il faut aussi penser à la cohérence entre le choix d'une ou de poursuite d'études en post-bac, la cohérence donc, du dossier scolaire et de ce que je veux faire. Et ce qui est important, c'est de savoir évaluer ses forces, j'ai envie de dire, et ses faiblesses. Et il faut pouvoir les identifier. Alors ça, c'est un travail qui est mené en amont avec les différents professeurs principaux, parce que ça ne se fait pas qu'en terminale. C'est vrai que c'est un vrai travail de construction. C'est un peu un fil rouge, comme je dis, et c'est important de le dire que
dans le cadre du parcours à venir, le professeur principal a une vraie mission d'accompagnement, mais que c'est compliqué parce que sa mission première, c'est d'enseigner. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien écouter tous les conseils qui sont donnés, qui vous sont donnés à vous jeunes par rapport voilà, au site. Philippe parlait de Trouve ta voie et il développera, parce que c'est vraiment, moi je m'en sers avec mes élèves. Inspire aussi, hein, c'est un site sur lequel j'envoie mes élèves. Donc voilà, bien cette cohérence, identifier ses points faibles et ses points forts, parce que voilà, c'est avant tout de la connaissance de soi aussi. Hein, qui je suis, ce qui m'anime, ce qui me fait peur, ce qui me rend plus fort. Alors, ça semble des mots, mais en fait, c'est pareil. C'est pas uniquement des mots, il y a un vrai travail de réflexion à mener. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de bien connaître l'architecture du post-bac. Et bien connaître l'architecture du post-bac, c'est différencier, voilà, quel profil je dois avoir pour faire un BTS ou un DUT ou l'université ou une école post-bac, les passerelles possibles, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réorientation à bac+1 pour différentes raisons, hein. Parfois parce que le projet n'a pas été suffisamment travaillé, ou parfois parce que l'étudiant est en échec, et ben c'est pas si grave, hein, ou parfois parce que ça ne plaît pas, l'étudiant a cru, enfin s'est engagé dans une formation, et en fin de compte, au bout d'un premier semestre ou à la fin de l'année, ça ne lui plaît pas. Donc dire que l'échec en soi, il est aussi important par la suite, et ne pas, parce qu'en France, on a toujours tendance à penser que voilà, il y a la voie royale toute tracée. Aujourd'hui, je pense qu'avec les profils de nouveaux collégiens, lycéens, étudiants, il faut qu'on repense notre façon et comment on accompagne. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve toujours très intéressant que les étudiants puissent communiquer avec les collégiens et les lycéens. Alors, pas forcément pour parler des études, mais du vécu, puisque maintenant, avec la réforme du bac, ils ne peuvent pas trop communiquer, hein, surtout la réforme du bac général. Donc voilà, mais cette expérience, ce ressenti, qu'est-ce qui les a mis, qu'est-ce qui a pu les déstabiliser, et au contraire, qu'est-ce qui leur a permis, en fait, de se révéler. Et là, on voit bien se dessiner les différences qu'il peut y avoir et les écarts sociaux qu'il pourrait y avoir. C'est que l'école, là, est fondamentale. C'est-à-dire que si on ne remplit pas cette mission, ce que tu dis, hein, c'est que les familles qui ont connaissance de l'architecture du post-bac vont pouvoir accompagner leurs enfants dans ce dédale et dans ces choix. Et les autres, c'est vraiment compliqué. On voit vraiment, en tout cas là de mes yeux, le rôle fondamental des professeurs principaux, des structures et des postes et des missions qui sont les tiennes. Justine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à Parcoursup? Moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord là par ce qui a été dit par Philippe et Christine. Je vois vraiment deux points, moi, importants là sur les choix Parcoursup. Effectivement, tout l'accompagnement au choix, à comment choisir, donc avec mieux se connaître et notamment pour à la fois éviter l'autocensure, mais aussi essayer de trouver ce juste milieu entre ce que j'ai envie de faire, mes aspirations, mais aussi les réalités de mon potentiel académique. Et puis, bien sûr, toute cette question de déculpabiliser au maximum les élèves aussi face à l'échec, de dire que c'est pas grave, on peut faire un choix, quitte à se tromper, et on recommencera, on trouvera autre chose. Il y a de plus en plus de réorientation, de passerelles aussi qui existent en différentes filières, et que voilà, essayer aussi de démystifier un petit peu les études supérieures et de se dire allez, on y va, fais ton choix, vas-y, et puis on pourra aussi voir plus tard si ça correspond pas. La petite difficulté qu'il peut y avoir avec Parcoursup, c'est que certains élèves vont aussi se retrouver peut-être sans rien, avec que des réponses négatives. Donc il y a encore la deuxième phase de Parcoursup, mais il y a aussi l'accompagnement là des élèves qui n'auront pas de possibilité. Aussi, voilà, trouver le moyen de les remotiver, leur dire que c'est pas grave, il peut aussi y avoir d'autres solutions en attendant de pouvoir faire des études post-bac. J'ai une question alors complètement naïve. Est-ce que c'est franco-français cette sacralisation des études supérieures et ce truc qu'il faudrait choisir à 17 ans ce qu'on a envie d'être à 60 ans? Est-ce que c'est franco-français?
Alors, Ouais. moi, je pense qu'on a une culture de la réussite. Alors, bon, elle est en train de changer, mais je pense que voilà, Philippe, en tant qu'enseignant, pourrait peut-être dire aussi s'il a le sentiment que ça a changé. Moi, je trouve que c'est quand même assez propre à la France. Et puis, si je prends l'exemple de mes élèves, hein, qui sont quand même des élèves qui sont issus d'un milieu favorisé, voire très favorisé, ils ambitionnent tous de partir dès le post-bac à l'étranger. Voilà, parce que il y a qu'à l'étranger, les études sont de qualité, tout est possible, tout est permis. Alors qu'en France, on a un système quand même éducatif, enfin très pertinent hein, dans l'enseignement supérieur, et puis qu'à tout moment, durant leurs études, ils pourront partir dans le cadre d'Erasmus ou faire une année de césure et tout, mais ils ont tous envie, voilà, de partir étudier aux États-Unis, en Angleterre, etc. Parce que je pense qu'on valorise pas assez voilà nos belles poursuites d'études. Je leur dis souvent qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants étrangers qui veulent venir étudier en France parce que on est quand même le pays où les études supérieures, enfin certaines études supérieures restent quand même très accessibles. Hein. Bon, alors après, il y a toutes les écoles privées, j'entends bien, mais bon, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on cultive quand même ce côté, il faut que ça marche tout de suite. La voie royale, c'est direct en post-bac. Les jeunes n'ont pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'il faut vraiment, ça crée un climat très anxiogène. Alors, plus particulièrement cette année au vu du contexte. Mais voilà, il faudrait réussir tout de suite dès la première année du post-bac. Alors que si on regarde nos voisins européens, eh bien, il y a forcément une année de césure entre l'année de terminale, on va dire, enfin l'obtention du bac, et puis entrée excusez-moi parce que j'ai un petit appel, et entrer en fait en études. Ils ont besoin de faire cette pause, alors que ce soit dans le cadre d'un service civique, enfin ils ont une obligation pardon, de faire cette pause, que ce soit dans le cadre d'un service civique ou partir à l'étranger. Enfin, et je trouve que c'est bien parce que ça c'est très formateur. Nous, en France, on a tendance à vouloir les projeter. Enfin, il faut continuer les études tout de suite, voilà. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper, parce qu'il ne faut pas perdre une année. Et moi, je pense que cette notion de toujours dire tu perds une année si tu te réorientes, moi, je dis toujours aux familles et aux élèves, c'est pas perdre une année. Parce qu'en fait, tu as pu identifier d'autres choses sur toi, sur ta personne, sur tes façons d'apprendre, parce que Philippe le disait en début de la conférence, eh bien, on apprend, c'est pas les mêmes attentes hein, en termes d'apprentissage, et souvent ils sont pas forcément préparés, ou alors même s'ils sont préparés, ils ne s'y attendent pas. Donc, moi je dis, vous avez le droit, voilà, de pas tout de suite être dans la bonne voie. De toute façon, ce sera une expérience comme une autre. Voilà. Alors, si je peux rebondir, pardon, si Bien je peux rebondir, ce qui me marque moi beaucoup, c'est en France, l'orientation est très orientée vers les métiers. Oui. Et ça angoisse les élèves parce que cette année, alors moi j'ai 150 élèves de première, hein, donc j'ai pu avoir cette année l'expérimentation du choix des spécialités. Et je leur disais, mais calmez-vous, ils avaient l'impression qu'ils allaient choisir des spécialités qui allaient décider de leur métier. Je leur dis, mais non, les métiers de demain, vous les connaissez pas. Les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, sociétaux vont bouleverser les métiers. Je suis convaincu que les métiers que vous exercerez n'existent même pas encore. Donc, je dis, mais détachez-vous de ça. Et comme disait Christine, connaître la structuration de l'enseignement supérieur, c'est très précieux pour eux, pour montrer qu'ils choisissent pas un tunnel. Hein, pour beaucoup, je choisis des spé qui vont m'orienter dans le sup, qui vont me placer dans le monde du travail. Et je leur dis, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous rentrez pas dans un tunnel. Vous allez, il n'y a pas il y a pas qu'un seul choix. Vous pouvez en faire plusieurs qui seront tous pertinents. Et après, Justine a parlé de passerelle, on peut se réorienter. Alors, il y a des familles initiées qui calculent ça très bien à l'avance, hein, qui savent qui va faire quoi quand. Les milieux populaires sont moins initiés, donc ils avancent année par année. Mais enfin, l'enseignement supérieur français, il est à la fois complexe et très riche, hein, parce qu'il permet de se réorienter, et sans perdre d'année, hein, on peut changer donc il faut qu'ils enlèvent cette idée de je fais des choix qui m'envoient vers un métier, c'est pas ça. Ouais, mais là je vois bien, j'imagine bien là qu'on est sur un changement de culture, donc on est un peu à la croisée des chemins et que ce changement de culture s'inscrit petit à petit dans la culture scolaire et dans la culture de l'orientation finalement.
oui, c'est vrai qu'on change de paradigme, mais d'un autre côté, c'est compliqué pour les familles parce que moi, je vais prendre juste l'exemple du collège. Cette obligation de travailler ce qu'on appelle le parcours à venir parce que ça fait partie du cursus scolaire, hein, quel que soit le niveau d'élève, il doit travailler un projet professionnel. Eh bien, je suis toujours obligée de donner comme exemple aux parents, mais même aux élèves, mais c'est pas, c'est normal aussi dans le même temps, c'est de dire un projet professionnel. Je veux être médecin, c'est un projet professionnel. Je veux être fleuriste, c'est un projet professionnel. Parce que le mot professionnel a une connotation hyper négative en France, toujours. Il y a des choses qui commencent à évoluer, mais bon, c'est aussi compliqué. Voilà. Et puis, pour rebondir aussi sur le choix des spécialités, pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'effectivement, on fait réfléchir les élèves encore en termes de métier. Et moi, quand les parents me disent, mais il est jeune, il a 15 ans, il ne sait pas quel métier il veut faire, ben oui, pas de problème. Mais alors, on va réfléchir en termes de domaine. Voilà, je suis intéressée par l'environnement, par le nucléaire, par l'aide à la personne, par, je sais pas, le bâtiment, etc. Voilà. Ça, c'est une entrée aussi pour travailler un projet. Et puis, l'élève qui ne sait pas du tout ni métier ni domaine, ben, surtout, qu'est-ce que tu ne voudrais pas faire? Parce que là aussi, c'est une autre porte d'entrée. Je pense que il faut montrer qu'il y a une palette de possibilités pour travailler un projet professionnel. Alors après, encore une fois, bon, il faut qu'il y ait une cohérence. Je veux dire, je veux être médecin, je suis plombée, enfin, je suis pas, il y a des grosses difficultés scolairement parlant. C'est sûr que là, voilà. Mener la réflexion autrement ou essayer de trouver voilà, d'autres chemins qui me mèneront peut-être pas à exercer un jour la médecine, mais peut-être l'accompagnement à la personne par le biais d'autres métiers ou d'autres. Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions, mais que, encore une fois, il faut savoir anticiper, que pour pouvoir anticiper, il faut bien maîtriser tout ça. Et je ne suis pas sûre que le prof principal il puisse faire tout ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, c'est une très grosse mission. Oui. Les centres d'information et d'orientation, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a des tas de sites, hein, on peut emmener conseiller à nos jeunes des tas de sites, mais c'est quand même important de les accompagner dans ce travail aussi, parce que découvrir un site, voilà, ça ne suffit pas. Et puis après, il y a tous les malhonnêtes, entre guillemets, hein, les coachs en orientation. Alors bon, il y a des gens très bien, voilà, qui se sont mis sur les rangs. Puis il y a d'autres personnes c'est vraiment le côté mercantile. Et les parents qui sont capables de payer des forfaits pour un accompagnement à l'orientation qui ne va rien donner. Mais on peut les comprendre encore une fois parce que ça reste un point de crispation, un point d'anxiété, un point de dispute au sein des familles. Et puis aussi penser à toutes ces familles fragilisées socialement, dont voilà, les parents n'ont pas fait d'études forcément, ou pas du tout, même parfois les parents ne parlent pas le français. Et donc c'est compliqué aussi pour, sûrement tout à fait. Pour ces jeunes. Ouais. Merci. Moi, ce que je vois, ce que je trouve très rassurant, c'est que finalement, on avait une vision du choix du métier. En tout cas, moi, de ma génération, c'était un peu ça. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire? C'était une espèce d'envie comme ça, assez nébuleuse. Et on voit que même si on n'a pas d'envie, en fait, on peut structurer ce choix et on a des outils pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Donc moi, je trouve ça finalement très, très, très rassurant. Justine, tu as quelque chose à rajouter sur cette idée culturelle française ou on passe au point suivant, comme tu veux? Peut-être juste, moi je me rends compte aussi que ça évolue un petit peu et Christine, tu parlais notamment de volontariat qui était beaucoup fait dans nos pays voisins sur l'année entre le bac et les études supérieures et j'ai l'impression que ça se développe quand même de plus en plus en France. Oui. On a beaucoup de jeunes qui vont faire un service civique après leur bac. Et aussi la possibilité de faire un service civique. Par exemple, on démarre une année à l'université puis on se rend compte que ça ne nous plaît pas du tout. Et il y a des jeunes qui du coup arrêtent et se disent bon je vais prendre le temps de réfléchir, voir d'autres choses, d'apprendre de nouvelles choses, prendre un peu de recul aussi sur ce que j'aime. Et voilà, il y en a beaucoup qui font des services civiques et effectivement, ça permet d'apprendre énormément sur soi-même et aussi de se rassurer dans ses choix et parfois voilà de construire des vrais projets en fonction d'expériences vécues. Mais je trouve qu'on va de plus en plus vers ça.
Merci de cet optimisme. J'ai un petit point de vigilance pour vous trois. On va essayer de faire attention à nos temps de parole parce que sinon, je crois qu'on ne va pas couvrir nos thématiques. Alors, passons à la thématique suivante. On avait envie d'aborder les modalités particulières pour les concours, pour les études, enfin les futurs étudiants, ceux qui, enfin post-bac, qui veulent postuler pour des concours. Des modalités particulières cette année. Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce qui se passe? Philippe, tu veux prendre la parole sur ce sujet-là? Disons qu'il y a les modalités sont pas encore toutes forcément connues. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler en entretien, en visio. Il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit que c'est comme ça qu'ils allaient être sollicités. Donc là, c'est hyper important de les accompagner pour les aider à parler d'eux. Il faut que le lycéen soit capable. Alors, ça paraît tout simple de parler de soi, mais en fait, ils n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des expériences qui sont aussi des compétences et qui sont tellement scolaires. Mais ça aussi, c'est très français. C'est tellement centré sur le scolaire qu'ils prennent pas conscience que d'être capitaine de son équipe de foot, c'est aussi des compétences de leadership qui sont très intéressantes à valoriser. Donc là, le travail que j'ai pas encore commencé, mais que je vais faire avec eux, c'est comment je me présente en 1 minute. Qu'est-ce que je dis de moi pendant 1 minute sur mes compétences que j'ai pu acquérir aussi à côté de l'école. Ça, c'est hyper important. Les compétences transversales, on n'en parle pas assez à l'école. Oui. Et l'enseignement supérieur est en attente de ça. Oui. Et les élèves n'en ont pas conscience. On a une vidéo qui s'appelle « Parler de soi quand on croit ne rien avoir à dire ». Et c'est un élève qui peut avoir une double culture et qui va le cacher alors que c'est une richesse parce que c'est une autre langue, c'est une ouverture sur le monde, c'est une adaptabilité, ça dit plein de choses positives. Et donc, ou des jeunes qui bossent sur le marché le samedi matin, qui se lèvent très tôt pour ça, et qui pensent que c'est plutôt gênant de le dire que valorisant. Donc, je les accompagne pour leur apprendre à parler positivement d'eux au travers de ces compétences. C'est super intéressant. Alors, c'est mieux quand ils sont ensemble, parce qu'ils se connaissent, ils savent mieux les compétences de l'autre que d'eux-mêmes, mais c'est ce que je vais faire du coup en individuel, essayer de relire leur parcours sous cet angle des compétences transversales. Voilà. Très inspirant. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, ça fait pas partie dans notre système éducatif français, parler de soi. Voilà, il y a des cours d'art plastique, de PS, d'éducation musicale, mais il n'y a pas vraiment de cours où je parle de moi. Voilà. Et c'est difficile pour un jeune de parler de lui. Et tu as raison de dire que toutes les compétences extrascolaires, en fait, elles ont beaucoup d'importance. Alors, depuis pas très longtemps, mais quand même, voilà, on commence à pointer du doigt et l'enseignement supérieur est très intéressé par ces compétences extrascolaires. Voilà. Parce que le dossier scolaire, un élève n'est pas simplement qu'une note ou qu'une moyenne. Les appréciations aussi ont de l'importance. Et puis, savoir, voilà, dire qui je suis, c'est pas seulement scolairement parlant. C'est tout ce que je peux faire et je te rejoins vraiment à 100%. Et effectivement, oui, nous, on fait des ateliers en classe avec les élèves sur ces questions-là, comment apprendre à parler de soi, notamment en entretien. On a des bénévoles issus du monde professionnel qui viennent animer ces ateliers. Ils font des simulations d'entretien avec les élèves et à chaque fois, très souvent au début de l'atelier, on a des élèves qui disent « Oh bah non, je suis en première, je suis en terminale, j'ai pas de compétences ». Et à travailler justement sur qu'est-ce que tu fais comme activité à côté. Je fais du dessin, je fais du volley, j'organise des sorties avec mes amis. Et de là, ils arrivent à se rendre compte qu'ils connaissent tout un tas de choses et que c'est des compétences qu'ils peuvent valoriser dès maintenant en entretien. Effectivement, là, après, la différence un petit peu, peut-être, c'est l'entretien en visioconférence peut être peut-être un petit peu stressant, troublant pour les élèves. Et puis, il y a souvent tout plein de questions. Du coup, comment est-ce que je prépare cet entretien? Qu'est-ce qui change avec un entretien ordinaire? Et toute la question, effectivement, de l'importance aussi de savoir parler de toi, la question de la communication non verbale, qu'est-ce qu'on laisse transparaître, tout ça, c'est tout un tas de choses qui sont assez nouvelles pour beaucoup, mais c'est vrai, très importantes et qui peuvent faire la différence sur les entretiens, oui.
Peut-être les rassurer en leur disant on est sur un changement de culture. Hein. Ouais. Peut-être les rassurer en leur disant aussi que lorsqu'ils ont un entretien, que ce soit voilà, en réel ou en visio, la personne ou les personnes qui les évaluent, c'est bienveillant. On n'est pas là pour les mettre en difficulté. Enfin, moi, pour échanger avec des collègues qui font du recrutement dans les écoles d'ingé ou dans les écoles de commerce, que ce soit public ou privé, ils ont envie qu'on fasse passer ce message en disant mais on n'est pas du tout là pour les... Alors bon, parfois pour certaines formations, oui, on cherche un peu à pousser le candidat dans ses retranchements pour qu'il s'exprime, voilà, mais ça fait aussi partie d'une compétence qu'il faut savoir mettre en avant, mais voilà, c'est pas parce que aussi, je trouve qu'en France, on a du mal, c'est toujours ce sentiment de note. Moi, je sais que les parents me disent, mais alors, il est noté l'oral de motivation? Il est, vous voyez, on parle toujours, alors donc, bon, ce sont des compétences qu'on évalue à l'oral et c'est vrai que, mais ça en prend le bon chemin. Oui, bon, je te conseille vraiment, Christine, je te conseille vraiment de regarder l'émission sur l'évaluation. Oui, je vais la regarder. Et je vais la transmettre à mes collègues. C'est ça. Philippe? Oui, non, je dis, l'entretien, il peut être bienveillant, mais si le jeune oublie de mettre en avant ce qu'il sait faire, mais c'est étonnant cette vision qu'ils ont d'eux, et c'est vraiment, moi, je sais rien faire, j'ai jamais rien fait. Et moi, je me souviens d'un élève qui m'avait dit, je fais des jeux en ligne. Je vais pas dire, je joue en ligne. Ah ben, je dis ça. Si tu le dis comme ça, c'est pas terrible. Mais si tu dis que tu joues en équipe parce que ce que t'aimes c'est le travail collaboratif, si tu dis que tu fais des jeux de stratégie parce que ce que t'aimes c'est la résolution de problèmes et que ça te permet d'échanger en anglais avec des Coréens, là tu deviens un peu plus intéressant. Oui, voilà. C'est ça. Ils n'ont pas cette idée que ce qu'ils font peut être positif, alors que c'est la façon dont on en parle qui fait la différence. Oui, alors peut-être que le grand oral au bac général va leur permettre voilà, de mettre en pratique et de s'exercer à l'oral, quoi. Moi, je leur dis, je dis aux jeunes, entraînez-vous avec vos parents, avec vos potes, avec voilà, les gens qui vous entourent. Plus vous vous entraînerez, vous serez rodé à l'exercice et plus vous serez à l'aise, quoi. Voilà, c'est clair. Passons au point suivant, si vous voulez bien. On en est à des outils d'aide à l'orientation à distance. Alors, Philippe et Justine, vous allez avoir un petit temps pour présenter les dispositifs que vous portez ou que vous accompagnez. Philippe, je te propose de commencer. Avec plaisir. Donc, moi, je suis coordinateur d'un programme qui s'appelle Trouve ta voie et qui est un dispositif d'accompagnement à l'orientation des élèves, mais qui donne toute sa place aux professeurs principaux parce que il y a des ressources qui sont disponibles en distanciel si on veut, mais elles n'ont de sens que si elles sont accompagnées par un professeur. Et donc, ce dispositif, il faut que l'établissement soit partenaire. Donc, j'ai vu que Fabien avait mis des coordonnées, donc je les donnerai à la fin du live si des collègues sont intéressés. Donc, si l'établissement est partenaire avec le Centre Égalité des chances de l'ESSEC, il a accès aux ressources, évidemment gratuitement. Et ces ressources sont des vidéos, voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de sujets où moi, quand je le dis à mes élèves vont pas forcément croire parce que j'ai pas forcément l'âge qui est proche du leur. Donc en fait, on a des vidéos, on a des étudiants, des lycéens qui témoignent et les témoignages de pairs, ça je pense que Justine pourra le confirmer. Les témoignages de pairs, ça a une valeur beaucoup plus grande pour eux. Hein. Si c'est un étudiant qui leur dit moi je faisais des fiches en terminale, j'en fais toujours dans le supérieur parce que c'est pas un autre monde complètement différent. Tout ce qu'on a fait avant, on le jette pas à la poubelle pour faire face à de la nouveauté. Ça ils vont le croire. Si c'est moi qui le dis, c'est moins évident. Voilà. Donc on a des vidéos, ce sont des témoignages de pairs. On a aussi des vidéos d'expertise, hein, comme je disais tout à l'heure sur le choix, ou des vidéos tutoriels sur le logement, sur le financement, sur le budget étudiant, parce qu'on n'en parle pas, mais quand ils vont devoir faire leur choix, il y en a plein qui vont s'auto-censurer. Je pense que globalement, tous les professeurs principaux disent aux élèves, fais un choix de cœur, ce que tu as toujours voulu faire, ta passion.
fais un choix de raison où tu tiens compte de tes résultats, de tes goûts, et puis tu fais un choix de secours, le truc que tu es quasiment sûr d'avoir. Et voilà, ils vont avoir à faire face entre le cœur, la raison et secours. Et ça, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc voilà, on a des vidéos qui vont permettre d'accompagner ce type de choix. Et vraiment, c'est un outil qui m'a moi, parce que je l'utilise aussi avec mes élèves, donc je contribue à la conception des ressources et je l'utilise. Et c'est tellement pratique de faire rentrer dans ma classe un expert, un témoin, et après voilà, avec les élèves, on dit qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous inspire, etc. Donc voilà, c'est des vidéos qui sont à disposition des collègues. Alors c'est intéressant, c'est un travail d'équipe. Hein. Il faut que si des collègues ont envie, il faut que ce soit une équipe de professeurs qui se mettent en route et qui ensemble accompagnent les élèves. Donc voilà, moi je trouve, puis les vidéos sont souvent un peu ludiques, un peu drôles, et ça permet de dédramatiser l'orientation. Ouais. On parlait de l'enseignement supérieur tout à l'heure et du stress que ça donne. On a une vidéo, une animation qui montre 4 étudiants qui ont fait 4 choix différents en post-bac et qui convergent vers le même diplôme à la fin. Pour dire, voilà, vous choisissez pas un goulet qui vous donnera la porte de sortie. C'est voilà ce genre de choses. Donc les collègues qui seraient intéressés, ils peuvent aller sur le site. J'ai vu que Fabien avait mis oui, Fabien, oui, tout à fait, ouais. Et alors, je vais poser la question que Marc soulève, Marc soulève la question du manque d'expérience des professeurs principaux face à l'orientation, et donc des fois du manque de légitimité. Du coup, comment est-ce que par exemple un dispositif Trouve ta voie est aussi un outil de formation pour l'enseignant? Philippe? Ah, pardon, je croyais que la question s'adressait à Christine, parce que Christine est venue en formation, donc c'est pour ça que je pensais que... pas du tout. Alors, un de vous peut répondre, il n'y a aucun souci. Alors, moi, je l'utilise et je rejoins Philippe. Par contre, c'est vraiment, ça devrait être travaillé, l'outil Trouve ta voie, il devrait être travailler de façon collégiale, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des professeurs principaux. Alors moi, j'ai participé à la formation, alors non pas pour être formée, mais en fait pour avoir, j'étais avec d'autres collègues, alors de mon établissement et d'autres établissements, et j'étais là en tant qu'observateur pour voir comment réagissaient en fait les enseignants. Alors ils ont vraiment adoré. Alors ils n'étaient pas tous professeurs principaux, donc ça prouve, voilà, quand même qu'il y a des profs qui sont pas profs principaux et qui s'intéressent, et ils ont adoré. Alors après, quant à utiliser l'outil, on n'est pas complètement engagé dans cette pratique, mais je pense qu'il faut laisser du temps, parce que je disais tout à l'heure que la charge en termes d'accompagnement du professeur principal quant à l'orientation, elle est lourde, et sa mission première, c'est quand même d'enseigner, parce que, et voilà, il faut saluer le travail des enseignants, particulièrement alors en ce moment, mais voilà, alors on fait un gros travail durant ce confinement, mais c'est pas évident, d'avoir su rebondir, et il y a des collègues qui le font avec beaucoup d'agilité, même s'ils sont pas agiles au sens physique du terme. Donc voilà, effectivement, moi j'aime beaucoup Trouve ta voie, parce que même sans être vraiment formé, c'est un outil pratique, plaisant, il a un côté ludique. J'aime le cahier d'activité et les vidéos, parce que tu peux peut-être un petit peu plus développer, Philippe, là-dessus. Je trouve que c'est vraiment super, mais encore une fois, il n'y a pas de formation vraiment quant à l'orientation. Bon, moi, si je parle de ma mission dans le cadre de l'enseignement catholique, voilà, c'est propre à l'enseignement catholique d'avoir un bureau d'orientation, et tous les établissements cathos n'ont pas forcément un bureau d'orientation avec une personne qui est là à demeure. Dans le public, il faut saluer le travail des conseillères, des psy-EN, parce qu'elles sont rattachées à un CIO et elles doivent tourner sur plusieurs établissements. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour travailler dans ces conditions-là. Complètement, oui. Alors, merci de cette intervention. Oui. Pour rebondir, l'orientation, c'est un écosystème qui est très vaste, et vraiment toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il faut faire attention au côté mercantile de certains, mais franchement,
c'est pas une chasse gardée pour Tout à fait. quiconque. C'est vraiment tout le monde a sa place. Mais je pense que Nathalie, ça pourrait être vraiment un sujet d'émission, ça. Christine parlait de le professeur, c'est sa matière. Alors oui, mais on est trop centré sur nos matières. Franchement, si j'avais eu que les SVT, je ferais plus de boulot. Et que justement, moi, ça a été un virage dans ma carrière le jour où j'ai pris conscience que j'avais une responsabilité sociale. Moi, c'est plutôt d'éducation prioritaire où je suis, et les accompagner dans les parcours, alors que c'est des familles qui sont pas initiées, que ils savent pas comment ça fonctionne. Moi, ça m'a complètement reboosté. Alors, il y a les SVT, hein, ok, mais ça a complètement changé la vision de mon métier. J'ai cette responsabilité. Et j'aime ça. Et j'ai l'impression d'être utile. Pas toujours en SVT, mais sur ça, j'ai la conviction d'être utile. Ouais. Sur les SVT, je pense que le retour, si tu rentres en classe, le sujet sur les virus sera un sujet porteur. Justine, je te laisse la parole et je te laisse présenter les outils que tu portes. Bah, c'est vrai que là, vous disiez justement, moi, je trouve que l'orientation, c'est effectivement ce mélange à la fois faire avec les enseignants, avec les psy-EN, avec les équipes pédagogiques, mais aussi de manière complémentaire, puisque effectivement, les profs principaux, les enseignants, peuvent pas non plus tout connaître et tout transmettre sur les questions d'orientation. Donc nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a construit notre programme Inspire. On va avoir à la fois un site internet, on a des ateliers aussi en classe où on travaille là avec les rectorats pour cibler des établissements prioritaires, donc des ateliers qu'on va faire sur les questions d'orientation, sur les idées reçues, sur les études, les métiers et sur les codes professionnels. Et du coup, ça permet aux lycéens de rencontrer en réel des étudiants, mais aussi des bénévoles issus du monde professionnel. Mais voilà, vraiment de créer des échanges, de faire du partage d'expériences, et ça donne aussi voilà un regard différent aussi de ce qu'ils peuvent entendre habituellement. Et on travaille du coup aussi avec les équipes pédagogiques, à la fois sur la conception de nos activités, mais aussi là on a développé le fait de proposer des activités que les profs puissent faire en classe avec leurs élèves, donc de manière complémentaire à nos ateliers que nous animons nous et au site internet. Donc le site Inspire, c'est une plateforme qui permet aux lycéens, alors pour l'instant on est plutôt axé première et terminale, donc qui permet aux lycéens de remplir un petit questionnaire sur leur goût, ce qu'ils aiment, les matières qu'ils aiment bien, les matières qu'ils aiment moins, leurs notes, qui prend voilà tout un tas de choses, et aussi par exemple les expériences extrascolaires qu'ils pourraient avoir. Et à partir de ce questionnaire, ils vont avoir des pistes d'études recommandées. Donc des pistes d'études qui correspondent aux réponses qu'ils ont données, et on va avoir donc du coup des fiches synthétiques qui leur permettent de prendre les informations sur ces pistes d'études. Bien sûr, ils peuvent consulter tout ce qu'ils souhaitent en piste d'études, pas forcément concentrer seulement sur celles qui leur ont été recommandées. Et de là, ils peuvent contacter ce qu'on appelle des étudiants éclaireurs. Donc, c'est des étudiants bénévoles qui sont disponibles pour répondre aux questions des lycéens sur les formations, mais aussi sur la vie étudiante de manière générale. Donc tout se passe via la plateforme pour que ce soit bien sécurisé, que les échanges soient sécurisés. Et voilà, du coup, les lycéens posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les critères d'admission. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dans telle ou telle formation, est-ce qu'il faut être bon dans telle ou telle matière, mais aussi des questions sur la vie quotidienne. Tu as dû déménager, quel type de logement tu as pris, est-ce que tu as réussi à avoir une bourse, est-ce que c'est compliqué de chez ses parents. Toutes ces questions-là qui sont finalement tout aussi importantes dans le choix de formation. Et voilà, c'est vrai qu'on se rend compte que ça rassure beaucoup les lycéens d'être directement avec des étudiants, en lien avec des étudiants qui sont en ce moment dans ces filières d'études, et que ça peut apporter un soutien complémentaire
à ces lycéens. Et une légitimité. Ce que disait Philippe, c'est que quand on est prof, qu'on a 50 ans, on a beau dos de parler de la vie étudiante, c'est gentil, mais finalement, bon, ça paraît assez loin quand même. Alors à 60, je te dis pas. Avec aussi, oui, tous les bons plans actualisés. C'est ça, exactement. Quotidienne. Ah bah tiens, tes courses, tu peux les faire là. Ah bah le restaurant Crous, ça coûte tel prix. On a, du coup, voilà, on a les informations. C'est ça, exactement. Très bien. Et du coup, en parallèle, juste là sur la plateforme, on a aussi un espace dédié aux profs pour que les profs accompagnent leurs élèves et où on met à disposition des ressources pédagogiques. Donc, des activités que les profs pourraient prendre et faire directement en classe avec les élèves parce qu'effectivement, les outils à distance, les outils digitaux, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et les jeunes ont besoin aussi d'être accompagnés, de pouvoir être accompagnés pour les utiliser, pour comprendre aussi et voir qu'est-ce que ça peut leur apporter, être un petit peu poussé. Parce qu'on se rend compte aussi effectivement qu'il y a plein de lycéens qui, quand on leur pose tout de suite la question, ne voient pas forcément l'intérêt de contacter des étudiants. Ils ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils peuvent leur demander. Et une fois qu'on commence à les guider, ah bah oui, tiens, je peux leur demander ça. Ah, mais je peux aussi faire relire ma lettre, mon projet de formation motivé. Et voilà, il y a quand même besoin de cet accompagnement. C'est forcément interdépendant. Le digital, les profs, les psy-EN, tout ça, c'est un écosystème qui fonctionne ensemble. C'est ça, genre écosystème. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez répondu parfois un peu dans le désordre, mais finalement on a couvert tout ce qu'on voulait partager. Du coup, moi j'ai envie de vous poser une dernière question à vous trois à tour de rôle. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter où on a eu un trou dans la raquette et on n'en a pas parlé, et un conseil peut-être pour terminer cette année aux professeurs principaux qui sont là, peut-être aux parents. Je voyais qu'il y a un collègue qui est là en tant que parent, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer là sur ce dernier trimestre, tout petit trimestre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qui serait prioritaire à vos yeux, bien sûr? Christine, est-ce que tu veux commencer? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il faut vraiment lister ce que nous a apporté d'un point de vue positif ce confinement. Alors que ce soit dans le cadre de nos missions ou en tant que parents, ou voilà, parce qu'il y a des choses, je pense qu'on peut-être enfin, moi je ne suis pas enseignante, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'enseignant de demain, il n'enseignera pas comme aujourd'hui, mais voilà, je voudrais voir que le côté positif, alors sans bien évidemment faire abstraction, voilà, aussi de tous les drames et les situations complexes durant ce confinement, mais voilà, dire aux jeunes, en tout cas, restez bien motivés et bien ancrés dans votre rôle d'élève, voilà, toujours par rapport à cette continuité pédagogique. Changez-vous aussi les idées, restez curieux. Et puis, on est tous ensemble dans la même galère, mais au sens bateau, pas galère. Et voilà, porter un message d'espoir, parce que je trouve que pour cette belle génération, c'est quand même hyper compliqué. Nous, adultes, on a déjà du mal à y faire face. Et donc, je voudrais faire une analyse vraiment voilà, très serrée de la situation, mais essayer de dégager voilà, les choses positives, les belles choses, les belles rencontres, les belles expériences qu'on a pu en tirer, parce que c'est de ça, en fait, qu'il faut se servir, il faut puiser nos forces là-dedans. Merci beaucoup, Christine. Qui veut continuer? Philippe? Allez. Alors, j'étais en train de me dire qu'on avait abordé les 4 thèmes qui, pour moi, représentent l'orientation. L'orientation, pour moi et pour Trouve ta voix, c'est se connaître, connaître le champ des possibles et choisir. Ce que donne la plateforme Inspire, que je conseille à mes élèves, parce que elle suggère des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Et il y a une règle toute simple en orientation, c'est que je ne peux pas choisir ce que je ne connais pas.
Donc faire un choix et le champ des possibles. Ensuite, décrocher sa place. C'est pas le tout de faire un choix. Il faut savoir comment je vais y entrer. Est-ce que j'y a un concours, un entretien, un dossier, etc. Et finalement anticiper les attendus. Et je crois que là, on en est là hein, pour les lycéens terminales. Anticiper les attendus, aussi bien pratiques, matériels, que méthodologiques, par exemple. S'ils font de la classe virtuelle, eh bien, je les invite à bien s'entraîner à prendre des notes parce que ça, c'est le grand enjeu de leur rentrée prochaine, c'est la prise de notes. Oui. C'est ça qui les déstabilise. Moi, je me rappellerai toujours un élève qui m'a dit, je suis rentré, le prof est arrivé, il a parlé, j'ai attendu que ça commence et quand c'était terminé, j'ai compris que ça avait commencé. Donc voilà, utiliser les classes virtuelles pour prendre des notes et voilà, et dédramatiser et surtout quelle place vous avez envie d'occuper dans la société de demain. Voilà. Une belle question en ces temps un peu perturbés. Je trouve que c'est par temps de crise, je trouve que cette question-là est cruciale et peut nous donner un peu une colonne vertébrale. Donc effectivement, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le questionnaire de. Oh, Fabien, je veux bien que tu me supplées là-dessus. Il y a un questionnaire d'un philosophe sur qu'est-ce que je veux garder de la crise, qu'est-ce que je ne veux pas garder, qu'est-ce que j'en fais, et qui est très très intéressant. Voilà, qui me fait penser à ce que vous êtes en train de dire. Justine ? Oui, effectivement. Moi, je rejoins tout à fait la Philippe sur la question de quelle place je veux occuper et surtout cette question de comment est-ce que je fais pour faire correspondre qui je suis et ce que je veux être. Oui, là, dans cette période, pour moi, c'est primordial. Alors, ça l'est déjà en temps normal, le fait de rassurer énormément sur cette question d'orientation, de faire aussi retomber au maximum la pression. Et là, c'est d'autant plus vrai parce que tout est chamboulé, que il y a déjà eu la réforme du bac, les spécialités, et là, on a en plus tout un tas de choses nouvelles avec ce confinement, toutes ces choses qui se font à distance et qui sont très compliquées pour certains élèves. Notamment tous les élèves qui n'ont pas forcément d'accès à tous les outils numériques, qui rajoutent encore un poids supplémentaire. Donc voilà, essayer de rassurer et de dire c'est pas grave, tant pis si on se trompe, tant pis si on fait pas forcément tout de suite les bons choix. On aura tout un tas de possibilités de se rattraper plus tard. Merci Justine. J'ai retrouvé ma référence. Donc c'est Bruno Latour qui a réalisé un questionnaire en 6 questions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Il a appelé ça geste barrière contre le retour à la production d'avant-crise. Et il pose 6 questions fondamentales sur qu'est-ce qu'on veut faire là, à l'instant T où on en est, avec ce qu'on a vécu. J'ai mis le lien dans le chat parce que je trouve que c'est une vraie question à se poser. Et pour des lycéens, j'imagine que oui, ça peut être un point de départ finalement et être un socle pour regarder le monde qu'ils auront à construire, hein, parce que c'est eux qui vont être en charge de ça. Et voilà, on leur a fait un peu un café empoisonné. Voilà, soyons optimistes. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges. Pour ceux qui étaient là en spectateur, n'hésitez pas à rentrer en contact sur les différents liens que Fabien a mis. Moi, je trouve que c'est porteur de beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir même pour les personnes qui connaissent pas l'architecture du post-bac, qui savent pas quoi faire, et d'apprendre que ça peut s'apprendre. Je trouve ça très intéressant. Voilà, moi, j'ai une vision de l'orientation un peu vieille, hein, j'ai 50 ans, et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de ces inspirations. Une dernière émission demain avec Marie, et puis on passera à une autre séquence, celle de l'après-confinement, puisque le 11 mai commencera une autre séquence qu'on va dessiner ensemble. Vous dire que la communauté Être Prof, le collectif s'est mobilisé pour réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place et imaginer avec ce protocole sanitaire qui est un vrai casse-tête. Donc, sur le groupe dédié à la continuité pédagogique, on est en brainstorming depuis quasiment une semaine avec
une vingtaine de thèmes qui tournent et les enseignants donnent leurs idées, parfois un peu folles, mais c'est très très bien. Ça permet de retrouver un peu de maîtrise sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Voilà. Très bonne fin de journée à vous trois. Merci beaucoup. Merci Fabien d'avoir assuré la modération avec brio, comme d'habitude. Et à très très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.